est sur un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, c'est comment les différentes et différents panélistes arrivent au quotidien et aussi sur la durée de leur carrière à créer une crédibilité pour, eh bien, dans la durée, obtenir une forme de développement avec les grands comptes. Donc, c'est un sujet sur lequel on va interroger Xenia, qui est mon associé sur Lord Louise et l'Insider, Eric Ferrari, qui dirige une belle entreprise de type anglo-saxonne qui vise des marchés internationaux depuis la Suisse, Melchior, qui est aussi dans le conseil à très très haut niveau, et Bogdan, qui est le patron du bras armé de WebHelp, qui est le leader mondial dans la relation client. Lui, il a dirigé et monté une société qui s'appelle Pitech, qui a plusieurs centaines de personnes depuis la Roumanie, avec tous les enjeux que ça comporte quand on fait accélérer sa société. Donc, je vais poser la première question à Xenia pendant que Bogdan nous rejoint. Donc, toi, comment tu fais au quotidien pour créer ce socle de crédibilité qui permet ensuite, évidemment, de développer les affaires une fois que la confiance est là? Alors, le socle de crédibilité, je le vois comme un miroir. En fait, arriver à faire miroir aux besoins du client grand compte pour que finalement disparaisse la différence de taille entre le petit David et Goliath. Donc, comment connaître son prospect? C'est entamer une démarche avant tout lancement de produit de design thinking, en allant voir directement le prospect, en l'interrogeant. Euh, D'ailleurs, certaines personnes là, du panel ont été interrogées par l'Insider au lancement de nos services pour vraiment définir leurs besoins et pouvoir ensuite nous caler au plus près de l'argumentaire qu'on peut dérouler par rapport à leurs besoins. Et pour ça, il y a plein d'outils possibles. L'interview face-to-face, aller dans les salons. Donc là, Jean-Charles parlait, avant qu'on lance ce panel, parlait d'un salon auquel il vient d'assister en Suisse, qui concerne les startups en Suisse, le Startup Summit, qui est très riche en occasions de réseauter et de comprendre aussi les prospects qu'on a, les prospects potentiels. Voilà, donc ça, c'est ce que je peux dire. L'argument principal que j'ai, c'est une très bonne connaissance de son prospect grand compte pour pouvoir ensuite développer un argumentaire qui permet de faire miroir à ses besoins. Ouais. Je t'interrogerai aussi, Xenia, tout à l'heure sur le côté plus personnel pour trouver des passions ou trouver peut-être sur les réseaux sociaux certains points d'accroche qu'on peut avoir. On y reviendra avec plaisir. Du coup, ça me fait passer la balle à Melchior. C'est-à-dire, toi, on a beaucoup, quand on préparait cette causerie, insisté sur le côté interpersonnel. C'est-à-dire que toi, tu vas vraiment travailler dans la durée de manière, je n'irais pas dire gratuite, mais sans arrière-pensée trop directe, un lien sincère et fort avant de basculer dans le côté business, si j'ai bien compris. Et tout à fait, merci Jean-Charles. L'animation d'un réseau, puisque c'est ça dont il s'agit, mais pas vu comme un outil en tant que tel et comme quelque chose de très systématique, je le pratique en tout cas, je ne sais pas si c'est la bonne façon, mais plutôt comme tu viens de l'évoquer très justement, la création de liens interpersonnels. C'est-à-dire que je m'intéresse d'abord aux gens que je rencontre, à ce qu'ils sont humainement, en dehors du boulot, parce que le boulot n'est qu'un aspect de nos vies. Et je m'intéresse à leurs passions, à leurs problèmes, à leur famille. Quand ça fonctionne pas avec tout le monde, ça fonctionne pas systématiquement, il faut avoir l'occasion de le faire, il faut avoir le, le moment pour le faire, le temps pour le faire, mais c'est quelque chose d'un peu au long cours. Alors évidemment, pour revenir sur la crédibilité, cela s'appuie sur une crédibilité technique forte et des vrais savoir-faire techniques et technologiques, notamment en matière de conseil, donc des méthodes, des outils, des process, etc. Mais ça, c'est comment dirais-je, c'est évident, tout le monde sait faire ça, tout le monde sait maîtriser les technos, tout le monde sait maîtriser les outils. Ce qui fait une différence, me semble-t-il, en tout cas ça fonctionne pas trop mal, c'est le lien interpersonnel fort qu'on peut créer avec telle ou telle personne, et pas forcément, comme tu viens de le dire, avec une très forte visée business en disant tiens je vais m'intéresser à Monsieur Dupont parce qu'il pourra m'acheter des missions, etc. C'est peu efficace, c'est plutôt s'intéresser à Monsieur Dupont parce que Monsieur Dupont m'intéresse. Tu as cette nature un peu comme le Obélix du lien, tu l'as appris, tu as un grand maître Jedi qui te l'a appris parce qu'au début tu étais un froid ingénieur
qui allait à la hache à coup de content marketing faire du business development, ou alors tes parents tenaient une brasserie à Bourg-en-Bresse et c'est grâce à la brasserie parentale que tu as acquis ce savoir-faire. Parce que c'est bien beau de dire ça, mais tu vois, il y a des gens qui vont être plus ou moins à l'aise dans Ouais. cette manière de faire, et toi, tu sembles être un peu, c'est pour ça que je parle d'Obélix, pas en rapport à ton physique, mais en rapport à une aisance par rapport à cette volonté de créer du lien. Non, alors Zoom a le mérite de ne pas trop mettre en avant mon physique un peu obélixien, en effet. Merci Zoom. Non, non. Non, effectivement, alors, la base de tout cela, c'est que quelle que soit la façon dont on aborde des prospects, des clients, tu as parfaitement raison de le souligner, il faut être à l'aise. Et effectivement, ma personnalité, ce que je suis, mon karma, peu importe, font que moi, je suis très à l'aise là-dedans, en effet. J'ai pas beaucoup de talent dans la vie naturelle, j'ai celui-là, celui d'être très, très à l'aise avec les gens, objectivement. Et du coup, je prends grand plaisir à le faire, ça se sent pas, enfin, voilà, ça fonctionne assez bien. Il y a des gens qui ne sont pas du tout à l'aise dans le fait de pouvoir prendre leur téléphone, appeler quelqu'un qu'ils n'ont pas vu depuis 1 an ou 2 et dire, tiens, ça me ferait super plaisir de te voir. Et du coup, il ne faut pas le faire. Si des gens sont plus à l'aise dans une approche extrêmement normée, méthodologique, etc., surtout qu'ils l'utilisent. Le fond du truc, tu as raison, c'est d'être à l'aise dans l'approche et dans les outils qu'on utilise. Il se trouve que ma complétion fait que je suis relativement à l'aise dans les rapports avec les gens comme ça. Oui, en effet, tu as raison. C'est vrai que ça, c'est en fonction de nos métiers aussi. C'est vrai que les métiers du conseil sont aussi des métiers de parole où il y a beaucoup de verbes, même si c'est aussi mais donc, ça t'aide, je pense, par rapport à ça. Ça fait une transition vers Bogdan, parce que Bogdan, toi, ce que tu fais, je trouve, est assez intéressant. Explique en un mot aussi ce que fait ton entreprise, mais c'est vrai que toi, tu es franco-roumain, tu as étudié à l'INSA en France et tu as monté ta première entreprise il y a quelques dizaines d'années maintenant en Roumanie, mais tu as très, très vite su travailler avec de grands comptes. Alors, ça, pour moi, c'est pas un mystère, mais disons que je trouve que c'est un challenge qui, a priori, paraît plus compliqué que de travailler avec des Parisiens quand tu viens de Janson-de-Sailly ou de Versailles. Donc, quel est ton secret, s'il y en a un, et comment est-ce que tu travailles aussi cette crédibilité dans la durée? Tu nous parlais de certains, ce n'est pas forcément des réseaux, mais c'est des connexions que tu avais su créer qui, finalement, ont fait des petits dans la durée parce que tu as su les entretenir, notamment. Oui, donc on parlait, quand on a commencé à préparer la conversation, on parlait de la PayPal Mafia et Oui, il y a des gens qui connaissent un petit peu ce que c'est. C'est PayPal Mafia, c'est des gens qui ont été les fondateurs, les premiers employés de PayPal et après ils sont repartis, ils ont créé d'autres sociétés et à leur tour, les fondateurs, les employés de ces sociétés sont partis, ils ont créé un troisième tour de société. Et j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est des centaines de milliards de dollars aujourd'hui la valeur des sociétés que ces gens ont créées depuis le début de PayPal, avec Elon Musk, avec les autres fondateurs qui ont été. Et nous, on a vécu ça, moi j'ai vécu ça à travers deux expériences que j'ai eues juste après avoir créé la société en 2005. C'est d'une part, on a eu la chance de travailler avec une agence parisienne qui a été rachetée en 2007 par le groupe Publicis. Et donc, c'est de cette manière on a commencé à travailler avec le groupe Publicis. Et mon idée au départ, c'était de créer une agence en Roumanie et de vendre cette agence au groupe Publicis, de refaire un petit peu la même chose. Et la deuxième histoire, c'est que j'ai un associé avec lequel j'ai créé une boîte en 2011. Et lui, il a fait un MBA à Berlin. Via son MBA à Berlin, on est rentré chez Rocket Internet. oui, Donc, il y a une Rocket Internet Mafia où on a commencé à travailler avec beaucoup de startups de l'incubateur Rocket Internet. Et après, tous les fondateurs avec qui on a travaillé, qui ont redéveloppé d'autres sociétés, nous ont un peu tiré avec eux. Avec Publicis, on est rentré dans des grands comptes. On a été en contact avec des grands comptes, des marques de luxe, du retail. Et les gens qui ont travaillé avec nous, que ce soit des dirigeants de Publicis ou les chefs de projet, nous ont tiré après avec eux parce qu'ils ont été contents du travail qu'on avait fait ensemble. J'ai beaucoup d'intuités personnelles avec eux. J'ai pas mal
d'amis maintenant dans ces sociétés. On se voit toujours et on sort toujours, même s'ils ont changé de vie. Et c'est comme ça qu'on est rentré à la Française des Jeux, par exemple, ou dans d'autres comptes assez importants. Et ça, c'est le réseautage, c'est quelque chose qui nous a aidé sur le développement de notre business jusqu'à aujourd'hui. Et après, comment est-ce que tu maintiens ça? Parce que tu l'as dit très justement, je crois qu'on l'a tous vécu. Moi, ce qui m'a le plus impressionné quand on avait créé Lord Louise, c'est qu'au début, je me suis dit, bah, je vais essayer d'attraper des grands comptes parce qu'une fois que tu as attrapé un grand compte, il suffit de jouer au golf avec le patron, je simplifie, mais c'est un peu ça, et puis tu vas garder la relation pendant 15 ans. Le malheur, c'est que la première année, parmi les 10 clients que j'avais dû signer la première année, il y avait 3 grands comptes. Et les 3 grands comptes, les personnes sont parties parce que le turnover dans les grands comptes, il est phénoménal. Donc, c'est vrai que si tu ne maintiens pas le lien dans la durée avec les personnes, bah, tu perds ton grand compte. Et je me suis retrouvé, moi, à devoir re-signer les mandats avec les remplaçants des personnes, mais qui me voyaient comme venant de l'ancienne équipe, donc une personne à abattre. Donc, paradoxalement, ça peut assez vite se retourner contre. Donc, toi, comment est-ce que concrètement, Bogdan, tu maintiens le lien avec les gens? Je pense que déjà, quand tu rentres dans ce type d'organisation, dans les grands comptes, il faut créer du réseau à l'intérieur. Donc, il ne faut pas se cibler sur une, deux, trois personnes. Il faut avoir une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de personnes et garder le lien avec ces personnes à travers des projets ou à travers d'autres activités. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je garde le lien, ou en tout cas, je gardais le lien, j'essayais de les voir aussi souvent que possible. Quand je me déplaçais, on sortait, on avait des choses en dehors du travail, soit à midi, soit le soir, on faisait des activités en dehors du travail. On a, nous, notre habitude de leur envoyer des petits cadeaux à nos contacts. Tous les ans, on leur envoie des petits cadeaux qui leur rappellent du fait on est en Roumanie. Donc, on leur envoie des petites choses, soit des boissons, de l'artisanat roumain un peu qui les aide à se rappeler de nous. Et ensuite, je les suis. Et si les gens changent de vie, je les suis et j'essaie de les aider dans leur parcours. C'est-à-dire que si quelqu'un va aller, c'est le cas des gens qui ont vendu leur société à Publicis il y a une quinzaine d'années, plus que ça, et qui sont aujourd'hui des managers de fonds dans des VC. J'essaie de leur apporter des startups dans lesquelles ils peuvent investir. Donc, j'essaie de garder le contact dans les deux sens. C'est-à-dire que et eux, de la même manière, d'ailleurs, je viens de recevoir un email d'une de ces personnes, donc qui se rappelle toujours de moi et il me dit Long time no see, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous devenez, est-ce que vous pouvez nous aider avec ça? Donc c'est quelque chose qui c'est un vrai travail, je dirais. Il faut mettre vraiment beaucoup d'efforts. Que ce soit sur des réseaux sociaux, que ce soit au téléphone, par messagerie, souhaiter la bonne anniversaire, voilà, c'est des petites attentions, voilà. Au quotidien. Et toi, Eric, tu expliques en un mot ce que fait la société dans laquelle tu es, parce que c'est plus des sociétés de type anglo-saxonne, avec du coup des méthodologies, des processus. Donc là, on a avec ma propre expérience, et je rejoins tout à fait ce que dit Bogdan, moi je crois qu'il faut savoir, pour paraphraser Florent Pagny, donner sans compter, tu vois. On ne va pas chanter la suite du refrain, mais c'est vraiment ça le réseautage. Si tu attends quelque chose de précis, tu l'as jamais. Si par contre tu donnes dans plein de directions, c'est un peu comme des balles rebondissantes que tu envoies dans une pièce, hop, ça va toucher quand même des choses, mais de manière très incidente. Là, Bogdan, on s'est recroisé incidemment, Eric aussi, mais je t'avais rencontré dans une autre entreprise, Eric. Bref, c'est toujours cette espèce de combinatoire quantique un petit peu aléatoire, mais par contre, je te rejoins, Bogdan, il faut mettre une pression quotidienne et sincère. Je pense qu'il y a cette notion de sincérité du lien, parce que ça se sent. Il vaut mieux ne pas le faire. Je crois on n'a pas beaucoup de leçons à donner aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont tous très seniors aussi, mais c'est ne le faites pas si vous ne le sentez pas. Et si vous ne le faites pas sincèrement et surtout dans la durée. Parce que quand vous commencez à connecter avec des gens, à souhaiter par exemple l'anniversaire à quelqu'un pendant 4 ans, si la 5e année, vous ne lui souhaitez pas, la personne se dit, ça y est, je me suis fait un ennemi. C'est idiot, mais c'est très concret. C'est-à-dire que la politique des attentions, comme le dit Bogdan, elle vous oblige dans la durée. Donc, il faut non seulement être spontané, ne rien attendre, mais le faire dans la durée.
c'est vrai que ça va un petit peu à l'encontre et c'est pour ça que j'ai hâte de t'entendre parler, Eric, parce que toi, tu es dans une culture Ah, anglo-saxonne où, complètement. voilà, toi, on fait du content marketing, j'exagère, mais on pousse et puis ça doit récolter tout de suite parce que de toute façon, tu as le fonds de private equity qui a déjà la balle dans le chargeur, voire plusieurs balles dans plusieurs chargeurs. Non, alors, on caricature un peu, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, hein. Je pense que l'approche, elle est multicouche et multisystème. Moi, j'ai la chance ou la malchance de travailler dans une entreprise technologique dont l'engagement client est extrêmement codifié. C'est-à-dire que moi, je demande à mes équipes qui se fixent même des objectifs et des KPI sur lesquels ils doivent travailler chaque semaine, qui ne sont pas des KPI business, hein, ça c'est autre chose, la gestion dans Salesforce, des clients, du quarter, de la semaine, etc. Je vais le mettre de côté. Mais moi, ce que je demande aux gens de l'équipe maintenant, c'est de se fixer des objectifs sur les, les conversations et les demandes de référence et les nouveaux contacts qui se font par semaine. Parce que là, je crois qu'on a eu une question dans le Q&A box sur comment est-ce qu'on fait à distance. Et je pense qu'aujourd'hui, moi, j'ai malheureusement pas beaucoup de réponses autres que de se dire il faut avoir une discipline, il faut avoir une planification de sa semaine et s'assurer qu'on va se lever lundi matin en se fixant comme objectif de demander 2, 3, 4 introductions auprès de quelqu'un qu'on connaît dans l'entreprise, de devoir se forcer à avoir une ou deux conversations avec un client comme le disait Melchior, sans forcément avoir aucune arrière-pensée, mais pour entretenir le relationnel, pour savoir si tout va bien, comment ça se passe après cette année quasiment de confinement, où sont les nouveaux projets, où va l'entreprise, de comprendre également au niveau personnel, est-ce que la personne est sous pression parce qu'il y a tel ou tel projet sur lequel potentiellement, dans 6 mois, on serait en mesure d'aider. Donc c'est vraiment toutes ces choses qui doivent se mettre en place. Et je pense qu'aujourd'hui, la capacité que nous avons d'interagir avec nos clients et nos prospects revient là sur la crédibilité à titre individuel, sur le personal branding qu'on peut avoir et qu'on peut avoir acquis au fil de notre carrière. Et moi, quand j'ai commencé au début de ma carrière, je ne connaissais pas grand-chose. Et c'est au fil du temps, j'ai commencé par faire du consulting, où là, j'ai vraiment appris, entre guillemets, la méthode consultative selling. C'est vraiment d'aller voir son client. Moi, j'étais à l'époque, naïvement, pas du tout intéressé à vendre quoi que ce soit. Je m'intéressais vraiment aux problématiques que le client rencontrait. Et à force d'engager avec tel ou tel type ou tel profil de client, on se met à avoir je ne vais pas dire une expertise, mais oui, développer un semblant d'expertise par rapport à un secteur industriel particulier. On commence à attraper le vocabulaire qui va bien pour pouvoir gagner en crédibilité et pouvoir atteindre le niveau d'intimité avec son client tel qu'il sera d'accord de servir de référence pour le prochain prospect et de pouvoir bâtir petit à petit comme ça son relationnel au fil des années de travail et de construire son réseau. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec Zoom, hein, on le sait tous, 80% de la communication est non verbale. Donc derrière une caméra, c'est un petit peu compliqué de sentir les choses un peu plus fines. Il n'y a pas ce petit moment de 5 minutes hein, entre la réception et la salle de réunion où on va pouvoir se regarder en quatre yeux et puis vraiment comprendre quels sont les sous-jacents pour tel ou tel projet, ou d'être simplement à la cafétéria et de se faire présenter sur le moment un autre, on va dire, une autre personne clé dans la relation qu'on aimerait développer. Donc aujourd'hui, moi, la seule réponse que je trouve qui fonctionne, c'est vraiment d'avoir cette discipline et puis de se faire son petit tableau de bord. Moi, en tout cas, pour moi, ça marche bien. Je suis ingénieur, donc j'aime bien les chiffres. J'aime bien les petits tableaux de bord pour savoir est-ce que je suis on track ou pas cette semaine. Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait cette semaine pour que dans 6, 8, 12, 15 ou 18 mois, je puisse déclencher une opportunité parce que j'ai pris le temps aujourd'hui d'investir dans les relations interpersonnelles, tout simplement. C'est juste. Et ça me fait dire, tu vois, toi, Melchior, qui a l'air de faire beaucoup aussi de ces contacts, est-ce que tu en tiens un compte ou est-ce que tu t'es créé le fameux outil de CRM, là, le fameux Customer Relationship Management, ou est-ce que c'est sur un petit carnet Moleskine ou dans ta tête de joueur d'échecs Parce que c'est tout le sujet, c'est qu'après, on a tous une limite mentale à notre mémoire, même quand on a ce don-là d'appétence, c'est que le diable se cache dans les détails. Donc, est-ce que tu consignes des choses écrites sur
les passions de quelqu'un? Est-ce qu'au contraire, ça, tu t'interdis de le faire? Ou est-ce qu'au contraire, tu as une espèce de systémique, une rythmique où tu te dis, et Bogdan nous en parlera aussi, parce que je crois que Bogdan s'est astreint, enfin, c'est pas astreint, c'est un plaisir, mais à se connecter avec 5 personnes par jour sur LinkedIn, tu vois, 5 personnes par jour, au bout d'un an, c'est déjà 1500, hein, au bout de 10 ans, c'est déjà 15 000, et c'est à peu près, je crois, le volume des personnes que connaît Bogdan sur LinkedIn. Donc toi, Melchior, à partir de ce don, de cette nature, on va dire, comment est-ce que tu la travailles ou comment tu la structures derrière? Alors moi, je suis ingénieur, enfin, ou Ah assimilé. aussi, ah merde, je suis cerné d'ingénieur là, Vite d'accord. fait. Non, non, mais en revanche, non, je garde en mémoire. Alors, je note, j'ai les dates d'anniversaire des gens, évidemment, comme tout le monde, dans Outlook. LinkedIn nous aide à ça en plus, c'est merveilleux. Mais je garde en mémoire les passions des gens, par exemple, leur famille, les études de leurs enfants, leur résidence secondaire, leur appétence pour, j'en sais rien, moi, le tir à l'arc ou le saut en parachute, enfin peu importe. Je m'en souviens. Voilà, ça, j'arrive à m'en souvenir assez bien. Et si je m'en souviens pas précisément, c'est très facile de dire, attends, excuse-moi, que fait déjà ton fils aîné, une école d'ingé, mais laquelle? Ah oui, c'est vrai, celle-là, oui. Voilà, et ça recrée le lien. Mais je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire ça oblige à entretenir ça dans la durée. Alors, les vœux sont une occasion merveilleuse. L'anniversaire, pourquoi pas, si on le sent. En revanche, je ne tiens pas de tableau de bord, je ne m'oblige pas à un systématisme comme ça, comme celui qu'évoquait Eric, que je comprends très bien, et mon Dieu, s'il lui convient, ce qui convient à des gens, surtout, utilisez-le, mais moi, ça ne me convient pas parce que ça manquerait de naturel. Si je me disais, cette semaine, il faut impérativement que j'appelle 5 personnes, aujourd'hui, que je me connecte impérativement à 5 personnes sur LinkedIn, si je ne le sens pas, ça ne se passera pas bien. C'est comme quand on fait du cold call, si on ne se sent pas dans les bonnes dispositions pour appeler quelqu'un et dire bonjour, je vends du conseil, ou je vends n'importe quoi, des encyclopédies, en fait, le coup de fil se passe mal bizarrement. Alors que si on le sent bien, si on a le bon flow, la bonne énergie, bizarrement, ça se passe bien, souvent. Et du coup, je ne m'impose pas ça. Alors, ça manque peut-être d'efficacité. Peut-être faudrait-il que je m'impose davantage de méthode en la matière, mais non, sans doute d'ailleurs. Mais non, je le fais un peu comme je le sens et je pense à un tel. Alors, du coup, je l'appelle. Je pense à tiens, il y a tel problème dans la pharma. En ce moment, ils ont des problèmes de vaccin, il paraît, de livraison, de douane, de logistique. Tiens, il faudrait que j'appelle machin pour voir comment il le vit, doit avoir une sale vie. Tel copain qui bosse dans l'administration, au ministère de l'Intérieur, au ministère des Affaires étrangères, tiens, il doit être emmerdé avec la Chine ou avec la Turquie, tiens, il doit être emmerdé avec l'attestation de 14 pages en France, tiens, voilà, tiens, si je l'appelais. Voilà, et c'est ce que tu disais très justement, Jean-Charles. Alors, tu peux prendre l'image des petites balles, effectivement, qui rebondissent. J'aime bien une image un peu similaire, mais relativement un peu différente, qui est celle de la sonneuse de Larousse. Vous savez, vous voyez le logo de Larousse, tous, avec qui sème à tout vent, comme ça, qui souffle comme ça sur un charbon, et ça, les germes partent comme ça à tout vent. Et puis, il y en a qui tombent sur des rochers qui ne donnent rien, il y en a qui tombent dans de la très bonne terre qui ne donne rien, il y en a qui tombent sur un truc un peu mousse comme ça, et puis qui d'un coup germent et donnent quelque chose. Voilà. C'est pas très systématique, mais ça finit par marcher, ça nous oblige, ça prend du temps, ça prend un peu de temps, un peu de réflexion. C'est le plaisir aussi, je crois qu'il y a cette notion qui est sous-jacente, c'est sans ce plaisir de le faire et un côté naturel, il n'y a pas de, il n'y a pas de résultat. Et on y viendra, tu vois, pour toi, Eric, il y a toute une équipe aussi à animer là-dessus. Ben voilà, il y en a qui vont avoir ce naturel, d'autres moins. Je te poserai la question après. Toi, Bogdan, en termes de crédibilité, ton entreprise, tu as fait un move stratégique il y a un peu plus d'un an maintenant, là, puisque et on le voit derrière toi, ton entreprise maintenant est le bras armé de la transformation du groupe WebHelp, qui à l'origine était vraiment dans les call centers, mais qui va de plus en plus haut dans la chaîne de valeur sur la relation client. Et comme toi, tu as des équipes de technologie de haut niveau, évidemment, il y a de plus en plus besoin de technologie pour créer cette relation client. Et avec la transformation du monde accélérée avec le Covid, cette digitalisation, toi, tu te retrouves dans un courant naturellement ascendant, on va dire. Et toi, par rapport à ton personal branding et le fait que maintenant, tu sois adossé sur la marque qui est WebHelp, qu'est-ce que ça t'aide à faire justement sur cette notion de crédibilité? Tu joues le petit pousset à l'intérieur d'un grand groupe, tu t'intègres et tu disparais totalement dans le grand groupe. Comment tu joues ces deux niveaux de crédibilité? Tu as coupé ton micro, ouais.
Pardon. Je pense il y a deux niveaux. Donc, nous, on doit continuer à renforcer notre marque. Et j'ai discuté hier avec les membres de notre board. L'activité qu'on a doit continuer à l'extérieur du groupe aussi. Donc, nous, on va continuer à avoir une bonne partie de notre activité à l'intérieur du groupe et on va participer à la transformation de l'activité, à l'augmentation de l'activité du groupe, à la création de valeur. Mais on continue à accompagner nos clients historiques, les grands comptes, les scale-up aujourd'hui en Europe, qui sont nos clients, et justement pour augmenter et démultiplier la marque Pitech. Je dirais que l'entrée dans le groupe nous aide et nous donne une crédibilité encore plus forte parce que WebHelp, c'est quand même un groupe qui fait 2 milliards d'euros. C'est le groupe qui est le plus important sur l'expérience utilisateur et l'expérience client en Europe, un des 10 acteurs mondiaux en termes de taille. Et ça nous ouvre des nouvelles portes, que ce soit au sein de la base de partenariat ou de base client du groupe, mais aussi à l'extérieur du groupe. Donc, les deux s'auto-alimentent, je dirais. Et après, vis-à-vis de ma marque personnelle, je continue à développer ma marque personnelle parce que c'est quelque chose qui est important. Il faut toujours penser à la vie d'après, parce qu'il y a toujours une vie après qu'il faut préparer. Mais moi, je dirais que c'est quelque chose qui est assez naturel dans ce que je vois. Et le fait d'avoir travaillé au sein d'un groupe comme Publicis m'a aidé à comprendre ça aussi, le pouvoir de la marque, pourquoi il faut investir là-dedans, pourquoi il faut avoir des nombres de projets qui parlent et qui restent dans la tête des gens, et il ne faut pas donner des noms d'ingénieurs au projet qu'on fait parce que c'est important, ça c'est très important. Juste, merci. C'est vrai que c'est intéressant parce que tu peux finalement jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire le meilleur d'une grande marque et puis le meilleur d'une belle PME TI comme Pitech très spécialisée. Donc, ouais, c'est une position qui peut être intéressante. Xenia, de ton côté, sur la notion de personal branding, toi, certaines de nos entreprises sont dans des incubateurs. Et on a été notamment dans un incubateur féminin qui s'appelle Les Premières. Est-ce que tu penses que ce travail sous-jacent de personal branding ou avec, par exemple, des entrepreneuses peut être quelque chose qui apporte, ou est-ce qu'au contraire, tu sépares totalement ce domaine privé du domaine du business, ou est-ce qu'au contraire, l'un et l'autre peuvent se croiser par moments? Bien sûr que c'est très important. Nous sommes à une époque où on ne peut pas séparer en fait ce que l'on est, son image de ce que l'on fait, son business, encore plus à l'ère des réseaux sociaux. Donc, clairement, développer son branding. J'ai adoré la formule de Bogdan, penser à la vie d'après, ça c'est juste excellent. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est avoir un profil qui soit en cohérence avec l'ensemble de ce qu'on est. Et c'est peut-être là où les femmes ont beaucoup de challenges, parce qu'on a une existence assez multiple. Mais pour un entrepreneur, un start-upper, c'est effectivement très important de porter les couleurs de sa start-up, de sa scale-up. Et c'est le start-upper qui est le premier ambassadeur de sa société auprès des grands comptes et auprès des clients. C'est assez clair. On ne peut pas le nier, en effet. Eric, parce que tu es dans une société qui bouge vite, en plus, si j'ai bien compris, les métiers de ton entreprise évoluent, ce qui veut dire que si les métiers évoluent, tes équipes vont évoluer aussi, et donc forcément leur stickiness par rapport à la marque que vous représentez, au savoir-faire, va être moindre, tout simplement parce qu'ils sont peut-être tout simplement là depuis moins longtemps. Donc ça, comment est-ce que tu travailles, on va dire, cette crédibilité d'équipe, tu vois?
Comment est-ce que vous avez un kit de valeurs, vous administrez façon vaccin Pfizer en 2 doses lors de, tu vois, de séminaires à l'américaine, ou est-ce qu'au contraire, tu vas manger une fondue moitié-moitié quelque part dans le Vaud ou le Valais, ou comment Alors, est-ce que... c'est un peu des deux. C'est vrai qu'il y a la partie. Chacun, moi je dis toujours, chacun est responsable du business qu'il est censé gérer et amener dans l'entreprise. Par contre, étant une fois de plus dans une entreprise américaine assez codifiée, le mode d'engagement chez le client, en fonction de la taille du client, en fonction on va dire des transactions historiques, on va mettre en place différentes strates de connexion. C'est-à-dire qu'on va monter jusqu'au regional director, jusqu'au VP, jusqu'au SVP pour pouvoir se connecter avec l'équivalent chez le client. Justement pour éviter, en cas de départ du côté client ou du côté de l'entreprise, de quand même conserver régulièrement une routine, d'avoir des ponts qui sont établis à différents niveaux dans l'entreprise pour qu'on puisse s'assurer que dans la durée, même s'il y a des changements mineurs d'un côté ou de l'autre, on ait toujours cette passerelle de communication avec le client. Et ça nous a montré que c'était relativement utile ces derniers temps. On a eu énormément de changements chez nous en interne et énormément de changements chez le client. Donc, quand vous arrivez à une situation où le client que vous connaissiez depuis 10 ans, il n'est plus là, tous les gens qui étaient autour de lui se sont fait outsourcer, on va dire, en Europe de l'Est ou en Espagne ou en Italie, et que de votre côté, l'équipe ou les gens ou la compte manager qui gérait le client, lui est parti aussi parce qu'après X années dans la boîte, il voulait voir autre chose. On repart à zéro. Donc ça devient compliqué. On ne peut plus aller revoir le client. On est en distanciel, on a Zoom, on a le téléphone. Et là, si on n'avait pas eu sur certains gros clients des ponts qui étaient déjà établis, je pense qu'on aurait mis énormément de temps pour retrouver le niveau d'intimité client qui va bien pour avoir finalement les informations qui sont pertinentes pour nous, pour positionner notre proposition de valeur. Je comprends. Et ça rejoint ce que dit Bogdan, c'est de très vite ramifier à l'intérieur d'un compte. Nous, ce qu'on fait parfois aussi, soit pour nous, soit pour nos clients, c'est ce qu'on appelle du power mapping. Alors, c'est des grands noms, désolé pour tous les anglicismes de notre causerie, mais malheureusement, les Américains, ou heureusement, mais peu importe, ont quand même pas mal travaillé sur ces sujets. C'est vrai que je me souviens chez AXA, notamment, il y a une dizaine d'années, j'avais pris l'un de mes camarades d'école, pas pour travailler avec lui, mais uniquement pour m'expliquer la Power Map. Et ça, c'était intéressant parce que non seulement il m'avait expliqué toute la Power Map, on va dire statique, qui était à quel poste en un temps T, mais il m'avait expliqué les sous-jacents du pouvoir. C'est-à-dire qu'il me disait, si tu passes par celui-là, il sera quelqu'un qui va te faciliter la tâche. Mais je trouve aussi en début de carrière, on a tendance à faire une erreur vraiment de débutant, c'est le cas de le dire, c'est qu'on pense que tout contact est un bon contact. Et en fait, on s'aperçoit plus tard, voir le film des mineurs, que parfois on met le pied sur une jolie petite fleur et qu'en réalité, c'est une mine. Donc, il y a des gens aussi qui, à l'intérieur d'une power map, vont chercher à bloquer un projet pour des intérêts X ou Y. C'est pas forcément contre nous, mais il est important aussi dans une power map de voir l'antimatière. Et ça, c'est vrai, quand on a la chance d'avoir quelqu'un qui peut nous renseigner en mode dynamique sur ces flux et sur les interruptions de flux, ça permet de contourner éventuellement des personnes, parce que sinon, et on l'a tous vécu aussi, c'est souvent le cas quand on attaque trop bas dans un organigramme, on va convaincre toute une équipe, mais en fait, il y a quelqu'un plus haut ou à côté qui, de toute façon, va bloquer le projet. Donc, je pense qu'il y a aussi dans cette notion de crédibilité, une notion de cette transitivité dans la capacité d'être sûr qu'il y a une forme d'homogénéité dans la compréhension de ce qu'on a à proposer, parce que sinon, il suffit d'un grain de sable dans les grands groupes pour que rien ne se passe. Et ça, moi, je l'ai vécu tellement souvent, à passer des mois ou des années à dialoguer avec des commerciaux qui étaient convaincus de nos solutions, et puis, quelque part, aux États-Unis ou ailleurs, il y avait soit une politique, soit une personne qui faisait que tout était rebalayé comme un château de cartes. Et je rejoins tout à fait ce que tu dis, Eric, le fait de verrouiller des positions qui fait que ce ne sont pas nos employés qui possèdent le lien, mais que c'est nous qui possédons le lien au travers des couches supérieures, ça, c'est aussi quelque chose qu'on apprend avec
avec l'expérience, parce que on a tous eu le fameux commercial super bon qui, justement, au bout d'un moment, nous parle plus trop du compte parce qu'il est tellement rentré dans le compte que d'ailleurs, souvent, il finit par y partir dans ce compte-là. Mais ça, le jour où il est parti, ben, on a perdu le client et on a perdu le lien. Donc, tout ce travail qui est, comme vous l'avez compris, on le voit bien dans tout ce qu'on dit tous, c'est une orfèvrerie qui se joue sur 10 ou 15 ans. Moi, j'ai coutume de dire que le réseautage, ça se pense à 15 ans. C'est là qu'il y a une conflagration avec des business comme le tien, Eric, où la violence d'un quarter, où tu étais même avant dans un groupe où tu m'avais expliqué que votre reporting était poussé dans Salesforce toutes les semaines. Donc là, on n'est même plus au quarter, on n'est même plus au month, on est au week. Donc, et à la fin, le lundi, on te dit, OK, tu restes ou non, tu es down. Donc, waouh, c'est quand même une violence. Enfin, on ne va pas parler de psychologie aujourd'hui, mais quand même, si on compare cette humanité bienveillante dont on parle, qui prend du temps, parce qu'on ne peut pas simuler, on ne peut pas déjouer, on ne peut pas mentir là-dessus, et en même temps une violence business de fonds de private equity qui ont besoin d'une rentabilité immédiate, c'est là qu'on doit trouver une forme d'équilibre. Et je trouve que la tension, elle est assez forte. Est-ce que les uns ou les autres, vous utilisez du marketing automation pour justement, on le sait bien, souvent quand on ne connaît pas quelqu'un, il faut d'abord créer de la notoriété, puis et ou de la crédibilité. Et puis en parallèle de ça, bien sûr, on a un besoin auquel on va répondre. C'est ce dont tu parlais, Eric, où tu vas vraiment écouter ce que te dit le prospect. Ça, est-ce que vous êtes de fervents utilisateurs des réseaux sociaux, de ce qu'on appelle le content marketing, c'est-à-dire est-ce que vous avez des gens qui vous rédigent des posts avec des lignes éditoriales pour vous faire connaître et créer de la notoriété sur laquelle vous allez pousser ensuite cette crédibilité? On avait un de nos clients que vous connaissez bien, j'imagine, dans vos secteurs, qui s'appelle Octo Technologies, qui avait fait une très belle croissance en France, puis en Suisse aussi, et qu'Accenture avait dû racheter parce que même s'il n'était que quelques centaines de personnes, il faisait beaucoup de mal, enfin au bon sens du terme pour Octo, mais il gagnait la plupart des mandats sur Paris, sur l'architecture de réseaux notamment et de systèmes informatiques. Et eux avaient une politique très très puissante de création de contenu et ils créaient de la crédibilité par le contenu, c'est-à-dire par des livres blancs, par des expertises qu'on va qualifier d'objectives versus ce que nous débattons là depuis une vingtaine de minutes, c'est-à-dire le lien personnel. Quels sont vos ressentis là-dessus allez, honneur aux dames. Xenia, toi, tu penses que le content marketing est un complément, va remplacer peu à peu ce contact humain en mettant ça en plus avec un peu d'AI. Quelle est ta vision sur tous ces supports finalement de communication qui visent à créer de la crédibilité et du lien aussi? Alors, c'est vrai que nos clients, les clients de Linksider et les startups et scale-up qu'on connaît utilisent plusieurs canaux d'acquisition. Et tout ce qui est content marketing, génération de leads sur les réseaux sociaux, c'est l'un des canaux les plus plébiscités, et pas tellement parce qu'ils sont efficaces, parce que là, les retours sont assez mitigés, mais c'est surtout parce que ça fait partie d'une discipline qui a été imposée par les fonds d'investissement, qui a été imposée par les acteurs tels que Salesforce et LinkedIn, qui font un petit peu la loi sur ce marché. On le voit, tous les termes employés par ces sociétés se retrouvent, le Customer Success Manager, enfin, toutes les stratégies de déploiement commercial dictées par Salesforce se retrouvent maintenant sur le marché. Donc, tout le monde le fait. On génère du contenu à foison. On a des départements de 5, 6, 10 personnes qui nous coûtent pas mal d'argent chaque année. Alors, les retours sont mitigés. Alors, ce qui est clair, c'est que ça va bien asseoir la crédibilité de la marque, ça c'est certain, parce que ça va prendre un espace mental dans la tête du client, et ça va surtout permettre de fixer des positions par rapport à des concurrents qui suivraient la même stratégie. Donc, je dirais que le content marketing est quelque chose de défensif. Tout le monde le fait, donc il faut quand même le faire aussi pour se défendre. Mais ce n'est pas ça qui va faire la différence. Ce qui, à mon avis, va faire la différence, c'est vraiment ce dont parlent tous les intervenants d'aujourd'hui, tous les panélistes qui sont là aujourd'hui, c'est savoir tisser une stratégie d'influence au sein d'un grand compte qui passe par le relationnel, qui passe par les contacts, savoir également nouer des partenariats. On n'en a pas parlé ici, mais pour une start-up, une scale-up, un partenariat, c'est quelque chose de vraiment, c'est un effet de levier qui est génial. Et là, ça passe toujours par le fondateur, c'est le fondateur qui est en charge. Donc, ma réponse est celle-ci, c'est un mal nécessaire, le content marketing.
Melchior, de ton côté, utilisateur, fervent admirateur du content marketing, non, rien, jamais sur ton corps défendant, tu ne jureras que par la tranche de saucisson partagée, les yeux dans les yeux avec un verre de rosé ou... Encore d'Obélix défendant. Et oui, voilà, désolé, mais voilà, je file la métaphore d'Obélix, je m'enfonce. Allons-y, allons-y. Non, non, pas encore défendant, ni c'est l'alpha et l'oméga de la relation client-prospect, etc. Loin de là, loin de là. En revanche, c'est ce qui permet assez facilement, parce que vient de dire Xenia, en occupant de l'espace mental chez les gens qui ont accès à ces stratégies, de passer d'une relation intuitu-personnelle à quelque chose de plus ancré, de plus business, très clairement. C'est-à-dire, voilà, je m'intéresse beaucoup à toi, Jean-Charles, je connais toute ta vie, ou en tout cas tout ce que tu as bien voulu m'en dire. On a une relation de confiance l'un avec l'autre, mais au-delà de cette relation de confiance, regarde, l'entreprise que je représente sait faire des vraies choses. D'ailleurs, regarde toute la communication qu'elle a autour de ça et regarde tous les exemples que l'on donne à nos clients, que l'on met sur le marché. Et c'est ce qui permet en fait de crédibiliser ou de crédibiliser, c'est pas tellement le terme parce qu'on crédibilise pas une relation personnelle, mais de dépasser la relation personnelle qu'il est très difficile de transformer en relation business parce qu'on trahit une espèce de confiance. Il y a toujours ce sentiment-là, cette prévention-là, notamment en France, par exemple. Les anglo-saxons sont beaucoup plus détendus là-dessus. Et c'est ce qui permet de passer de l'un à l'autre assez facilement, me semble-t-il. En tout cas, c'est la façon dont on procède et ça fonctionne pas trop mal. Ouais, je crois que le terme, ça peut être potentialiser. Tu vois, tu potentialises la relation et tu touches un point, c'est bien parce que j'aurais pas forcément pensé à le dire aujourd'hui, mais je crois que c'est fondamental. Moi, j'ai toujours tracé une ligne, mais alors une ligne que personnellement, après, chacun fait ce qu'il veut et tu as raison, les anglo-saxons la franchissent plus facilement que nous culturellement, c'est entre l'amitié business et l'amitié personnelle. Moi, je ne franchis jamais, quand j'anime un réseau ou un groupe, je vais créer du lien sincère, comme si je le faisais pour un ami. Donc, je ne fais pas de distinction. Quand je suis dans un event, c'est des vrais humains que j'ai en face de moi. Je suis sincère dans la création de lien. Par contre, je suis d'accord avec toi, quand on commence à solliciter celui qui est devenu un ami ou qu'on a laissé basculer une amitié business dans l'amitié, personnellement, j'arrête de solliciter la personne sur le plan business. C'est une sorte de garde-fou parce qu'à chaque fois que j'ai vu des personnes le faire, ça a été une catastrophe parce que si la relation ensuite business s'arrête pour des raisons qui sont souvent exogènes en plus aux deux parties, la relation personnelle elle est très nettement entachée. Toi, Bogdan, tu as plutôt une stratégie, tu me disais là, lors de notre préparation que toi, tu as un rythme où tu crées notamment, tu ne crées pas, mais tu te connectes avec, pour être plus précis, tu te connectes avec à peu près 5 personnes presque chaque jour sur LinkedIn. Donc, il y a une forme de rythmique. Toi, tu te brosses les dents et hop, tu te connectes. Et toi, tu vas jusqu'où dans la relation? C'est-à-dire que toi, pour toi, c'est une confusion, un melting pot, où de toute façon, il en ressort quelque chose, ou est-ce que tu mets des garde-fous et si oui, lesquels? Pour la partie content marketing, on le fait, nous, et moi je le fais, j'essaie de poster du contenu. Je le fais pas de manière très très régulière parce qu'il faut vraiment mettre pas mal d'efforts pour créer du contenu valorisant, sinon ça n'a pas de sens. On a fait quelques tests assez bons, je dirais, sur des sujets d'expertise sur la partie Smart City. On a pas mal d'expertise là-dedans. On a développé une startup dans l'automatisation des parkings, par exemple. Et donc, on a fait des white papers qu'on a publiés. Ça a plutôt bien marché. Donc, il faut que le contenu soit assez dense pour que ça fonctionne. Après, vis-à-vis du réseau sur tout ce qui est social, nous, on baigne là-dedans de toute manière. Donc, c'est notre métier d'être là-dedans. On a des outils qui vont créer des leads pour nos clients au sein du groupe Webhelp. On travaille sur ce type d'outils, justement pour faire la génération de ventes derrière. Donc, on doit connaître les outils. Donc, je suis sur LinkedIn de toute manière naturellement parce que je dois connaître comment LinkedIn fonctionne. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un effet aussi
d'accélérateur une fois que tu dépasses certaines limites. C'est-à-dire qu'une fois que tu as dépassé 10 000 contacts sur LinkedIn, c'est beaucoup plus simple de te reconnecter et que les gens acceptent les connexions parce que plus tu as des connexions en commun. Et c'est plutôt ces gens-là que je vis. C'est les gens qui ont des liens, on va dire, forts sur LinkedIn, où on connaît 20, 30, 40 personnes en commun que je vise. Et après, c'est assez opportuniste en fonction des organisations qu'on veut toucher, que ce soit des startups qu'on vise ou des scale-up qu'on vise pour le travail qu'on fait, soit des partenaires, parce qu'on a des partenaires technologiques qu'on utilise beaucoup. Donc, je me connecte avec des fondateurs, je me connecte avec des responsables techniques. Et ensuite, pour notre réseau interne, pour la partie LinkedIn, c'est un outil aussi exceptionnel pour tout ce qui est recrutement. Si on veut recruter des gens, que ce soit des développeurs ou des experts, il faut se connecter, il faut échanger avec ces personnes-là. Euh, je reçois aussi pas mal de sollicitations à travers LinkedIn, des startups qui cherchent du financement. Euh, voilà, donc c'est un outil que j'utilise parce que c'est un outil de travail qui est très puissant, je dirais. Euh, donc voilà, après sur le côté personnel, business, c'est effectivement quelque chose qui est très, très dur. Je dirais que c'est moi je considère vraiment que j'ai beaucoup de gens autour de moi, j'ai beaucoup de connaissances, j'ai très peu d'amis, des gens que je peux dire que c'est des vrais amis. Donc c'est assez facile de faire la part des choses, je dirais. Donc on a des gens qui sont proches de nous, que j'apprécie beaucoup. Voilà, et ça permet de gérer la relation business aussi. Ouais, je comprends. Ouais, c'est une distinction finalement, c'est bien vu. En revenant à la différence entre un ami ou une connaissance et un ami intime, ça trace une vraie frontière assez simple à suivre aussi dans la durée. C'est vrai. Mais moi, je parlais aussi de cadre, tu vois, c'est plus dans des réseaux business. C'est les gens, ils essayent de te tirer vers l'amitié. Enfin, je sais pas comment dire. Il y a un moment, tu dois choisir. C'est plus de ces moments-là, tu vois, dont je parlais. Et moi, j'ai toujours essayé d'avoir des règles. Ces règles-là, je les répète souvent, c'est que notamment quand on commence à réseauter, c'est-à-dire qu'on n'est plus en one-to-one, mais en one-to-many, ou qu'on est un nœud, parce qu'évidemment, il n'y a pas, là, Oui, tu viens de le souligner, Bogdan, il y a des disparités. C'est pas toujours, là, on a beaucoup parlé de one-to-one, mais il y a souvent, soit tu vises un nœud qui est lui-même un relais et qui, du coup, peut te nuire énormément parce il peut te connecter énormément, mais à l'envers, il peut mm, te nuire énormément. Moi, j'essaye toujours d'appliquer 3 principes qui sont toujours des principes globaux, comportementaux, qui rejoignent un peu ce qu'on discute avec Melchior. Moi, je pense que quand on veut réseauter, c'est-à-dire essayer de trouver un effet d'amplification de sa création de crédibilité, il ne faut pas avoir dans un coin de sa tête l'argent. Il ne faut pas que ce soit, bien sûr que ça peut être monétisé par la suite, c'est ce qu'on fait sur Linksider notamment, mais il ne faut pas que ce soit la volonté première, parce que sinon, là, ça perturbe tout. Il ne faut pas qu'il y ait une volonté de pouvoir, parce que souvent, quand on se met à fédérer un groupe de 10, 50, 1000 personnes, on a souvent une sorte de vertige qui nous prend, la fonction créant l'organe. Et puis, il y a un troisième sujet qui est plus délicat et qui ressort dans les médias depuis 2-3 ans, c'est le sexe. Et ce n'est pas forcément des choses qui font bon ménage quand on veut faire du business durablement. Ça ne veut pas dire qu'à court terme, ce n'est pas très efficient, ces 3 leviers-là, quand ils sont mis en œuvre de manière très puissante. Mais ça, ce sont aussi des formes de garde-fous. Je pense que quand on veut durer sur des stratégies à 10 ou 15 ans dans un réseau, il y a vraiment cette notion-là aussi de crédibilité dans la durée. Il faut être capable de tenir une position dans la durée. Et ça, ce n'est pas toujours simple quand il y a des variations, qu'il y a des obédiences. Là, je parle plus de partis politiques ou de choses où il faut prendre des décisions dans un groupe. Le fait d'avoir toujours les mêmes comportements ou les mêmes axes éthiques et de les faire durer, je trouve ça assez intéressant à maintenir justement par rapport à une crédibilité. Parce que la crédibilité, c'est aussi celle de quelqu'un, c'est George Bernard Shaw qui disait « je refuserais tout club qui m'accepterait comme membre ». Et il y a un petit peu quelque chose de vrai là-dedans, c'est qu'il faut savoir dire non, parce qu'on devient vite, quand on se prend au jeu de la crédibilité par le réseau, je trouve on devient vite un Pantagruel. C'est ce qui m'est arrivé, moi, il y a une quinzaine d'années, quand j'ai rejoint
La Suisse, je me suis mis dans 83 réseaux simultanément. Donc après, là, tu es obligé d'avoir un outil de pilotage que je me le suis créé. D'ailleurs, je pourrais le partager avec ceux d'entre vous que ça intéresserait. Je me suis créé un outil de pilotage de ma propre influence et crédibilité dans les réseaux. Parce que sinon, tu ne sais plus. Est-ce que tu dois aller au Rotary le soir, faire une partie de golf, être au business club de Schmurz? Après, tu n'as qu'une vie. C'est-à-dire que ça, il y a quand même un vrai sujet. C'est que, notamment sur la personal branding, on ne peut pas démultiplier. On ne peut pas scaler cette crédibilité, sauf effectivement par l'utilisation de ces biais de réseaux sociaux ou de content marketing. J'ai un souvenir assez dingue. L'un de nos clients a été Content Square, vous savez, qui est dans le big data pour regarder comment les gens se comportent sur les sites et puis pouvoir faire ce qu'on appelle des heat maps, c'est-à-dire qu'en fonction du comportement des acheteurs potentiels sur les sites, ils changent les paramètres pour que le bouton soit plus gros, plus carré, plus rouge, plus clignotant. Et en fait, eux ont déployé ce qui est devenu entre-temps une unicorn, et on avait commencé à travailler avec eux. Ils étaient une centaine de personnes, c'est déjà une belle PME. Mais à ton avis, Bogdan, je ne t'ai jamais posé la question, sur ces 100 personnes, il y en a combien qui travaillaient en content marketing pur pour leur propre marque? Je pense que en fait, tous les gens qui sont dans la vente, ils doivent produire. Après, les gens qui sont dans les opérations, c'est eux qui peuvent produire le contenu le plus qualitatif parce que c'est eux c'est là où il y a la substance en fait. Je sais pas, je dirais pour ne pas prendre de risques, plus de 50%. Alors, ils étaient 17. Ça veut dire qu'ils avaient 17 personnes sur 100 qui ne faisaient Ok. que du content Que du marketing. content. Ça veut dire que ce n'étaient pas des gens qui faisaient un peu de content marketing. Et ça, moi, je n'ai jamais vu l'équivalent. J'ai jamais vu l'équivalent. Et Alors, est-ce que c'est… c'était effectif, c'est-à-dire que ça fonctionnait, tu les as interviewés vis-à-vis de ça? Alors, c'est une bonne question. C'est drôle que tu poses cette question-là. Nous, on avait besoin pour les aider de comprendre leur pitch, leur case, Mhm. etc. Et ce qui était assez impressionnant, c'est que c'est eux qui m'ont parlé pour la première fois d'un terme que je ne connaissais pas, qu'on appelle les battle cards. J'imagine vous connaissez. C'est plus que des cases. C'est-à-dire que la battle card, c'est quand tu es dans des domaines technologiques, toi, tu dois en avoir beaucoup, Eric. Je te vois sourire à ça, mais tu pourras nous en parler mieux que moi. Mais la battle card, c'est en gros, admettons que tu as une solution qui est rouge, mais tu sais que tu as ton concurrent qui a une jaune et puis un autre concurrent qui a une violette. La battle card, elle te permet, quand tu es en prospection, de gentiment, sans trop avoir l'air d'y toucher, dérouler des arguments commerciaux, notamment sur tes facteurs de différenciation, qui gentiment scient les pieds de tes concurrents en disant le jaune c'est bien, mais vous voyez, quand vous le mélangez avec du violet, ça donne du cacadois. Donc nous qui sommes rouges, c'est vraiment extraordinaire. Et du coup, en fait, la battle card, comme son nom l'indique, elle te permet d'aller scier les pieds des concurrents. Et donc, ils étaient extraordinaires sur les verticals, les cases. Ils avaient des cases en 3 langues, j'ai jamais vu ça. Parce qu'en général, quand tu as déjà ton cas en une langue, c'est déjà pas si mal. Eux, ils les avaient en 3 langues. Ils avaient français, anglais, allemand. Mais tous les cas, ils les avaient tous traduits en 3 langues. Les cas étaient très bien documentés avec la profondeur dont tu parles, Bogdan. Ils étaient très documentés aussi sur le visuel, parce que souvent, le cas, c'est l'enjeu, ce qu'on a fait, l'output, ce qui est déjà pas mal. Mais souvent, c'est fait sur un PowerPoint pas beau. Là, graphiquement, tu avais l'impression que tu avais Publicis qui était derrière, quoi. C'était vraiment, tu avais un studio graphique en interne. Et puis, les battle cards étaient redoutables. C'est-à-dire que sur pratiquement chaque prospect, ils étaient capables de nous sortir une battle card. Parce que la crédibilité, c'est ce que je disais, on en parle beaucoup de manière positive, mais l'un des moyens de gagner une guerre, et Clausewitz l'a bien compris, c'est d'empêcher l'autre de la gagner. Donc, la crédibilité, elle va aussi en négatif, enfin pas au sens négatif du mot négatif, mais elle va aussi dans le fait de se positionner comme étant dominant dans un environnement concurrentiel où l'autre l'est moins. Et ça, en général, j'aimerais bien avoir ton avis, Eric, là-dessus. Je trouve les Américains redoutables là-dessus, parce que vraiment, il y a des méthodologies. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Parce que c'est la crédibilité, c'est d'une société qui est mise en jeu avec des méthodologies. Tout à fait. La battle card est, on va dire, un grand classique de l'industrie, enfin du vendeur technologique. C'est vraiment de comprendre qui sont les compétiteurs, quelles sont leurs forces et leurs faiblesses. Puisque, comme on dit toujours, hein, pour être le meilleur, il suffit des fois que les autres soient juste moins bons. Et ça permet très rapidement, ça fait partie de la boîte à outils des gens qui sont sur le terrain, qui sont du field sales, pour pouvoir éventuellement déjouer les objections chez le client. Et le fait d'avoir sous forme de battle card, hein, c'est vraiment
on va dire une feuille A4 qui est découpée en 4 ou 8 carreaux et avoir vraiment les points importants, disons attention, technologie ABCD, voilà les points sur lesquels il faut attirer l'attention du client. Il ne faut pas tracher son compétiteur, je ne suis pas du tout pour. Mais c'est simplement avoir les points clés pour pouvoir amener le débat et la discussion sur notre tableau là où la solution qu'on va mettre en avant va avoir des points extrêmement forts par rapport à la compétition. Mais ça demande derrière pas mal de ressources pour pouvoir faire de la veille technologique sur la compétition, comprendre quelles sont les versions avec lesquelles ces battle cards ont été écrites, faire un petit peu attention aussi s'il n'y a pas eu un excès de fierté interne, marketing, sur le fait que, oh oui, attention, ce point-là, on est nettement meilleur que la compétition, alors que la compétition a rattrapé son retard depuis pas mal de temps. Donc, pour moi, ça fait partie d'un des outils marketing pour le terrain, mais ce n'est pas le seul, et ça demande aussi une bonne connaissance en permanence du marché pour s'assurer quand même de vérifier que les battle cards soient bien à jour et soient toujours pertinents dans le contexte de la discussion qu'on s'apprête à avoir avec le client ou le prospect. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on a eu un cas cuisant. On a perdu un client, tu sais, Xenia, qui était 5e mondial, tu te souviens, dans son secteur d'activité, parce qu'on avait fait une sorte de battle card. C'était pas tout à fait une battle card, c'était plutôt des arguments qu'on demandait à nos équipes de déployer, si tu veux, à l'oral face aux prospects. Sauf que c'était des arguments qu'on avait bien dit d'utiliser à l'oral, tu vois, dans une espèce de conversation informelle, et qui permettaient de comparer par rapport à, notamment dans ce cas-là, les Big Four, dans le domaine de l'audit et du conseil. Sauf qu'on a un de nos braves loulous qui l'a écrit, ça. Et le partenaire parce que nous on travaillait pour le 5e mondial, le partenaire a moyennement aimé, si tu veux, ce qui en fait revenait techniquement parlant. Après, c'est toujours pareil. Probabilité que l'occurrence arrive, que ça vienne à leur nuire. Mais notre client était allé jusqu'à dire, vous avez écrit qu'on était meilleur que nos concurrents, on ne peut pas le prouver, nous pourrions perdre notre licence. Tu vois, alors bon, ils avaient vraiment fait des caisses avec ça, mais on ne pouvait rien lui objecter, il avait raison. C'est-à-dire que là, je te rejoins tout à fait, Eric, et c'est le sous-jacent quand même de tout ce qu'on dit aujourd'hui, c'est cette notion de bienveillance. Tu ne peux créer de crédibilité et de lien durable que si tu es bienveillant. Alors ça revient quand même de temps en temps avec les quelques couleuvres, mais il n'y a pas le choix, parce que si tu traches le concurrent, tu recroises les gens. Tu vois, on se parlait, Bogdan, hier, d'une personne qui a été mon employeur il y a 20 ans, et c'est incroyable, c'est un de tes associés, alors que le mec, il est en Californie, à Malibu. Enfin, je veux dire, la probabilité, mais la réalité de la nature des relations humaines, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de loi des croisements maximum où tu recroises les gens, tu recroises les choses. Et ça, alors moi, ça, je l'ai vu. Enfin, je veux dire, ça, c'est même pas une croyance, c'est une certitude. C'est pour ça que le fait aussi, quand tu perds une bataille, de rester bienveillant ou au moins pas trop aigre, ça, c'est important. Il faut savoir perdre élégamment les clients, les prospects, les employés, parce que ton employé du jour, alors il a peut-être 20 ans, mais demain, c'est peut-être Mark Zuckerberg. Donc, dans tes notions de mafia PayPal, Bogdan, je pense qu'ils ont su aussi. Alors, c'est plus facile quand tout le monde part avec plusieurs milliards, évidemment, mais néanmoins, c'est des principes plus globaux de psychologie. Ça nous amène à une question que posait Gilles là, dans l'assistance il y a quelques minutes, c'est donc comment est-ce que vous faites les unes et les autres pour maintenir ce lien, parce que là, il s'agit déjà de le maintenir en mode Covid, et puis surtout, c'est pas prospecter, mais c'est pour continuer d'étendre votre influence, le mot est trop fort, mais en tout cas, cette connivence, on va dire, avec des gens qui pourraient être dans les écosystèmes d'employés, de clients, de partenaires, de prospects. Comment vous faites là, depuis un an? Parce que tu vois, on est en mars, et c'était, si je ne dis pas de bêtises, en France, le confinement, c'était le 16 mars. Donc, Ouais. on a fêté, bon, on ne l'a pas fêté beaucoup, et tant mieux, mais on a fêté nos 1 an de Covid officiel. Melchior. On a fait un apéro de célébration du confinement, bien sûr. Non, mais comment on fait? Moi, je fais des déjeuners, très clairement. Alors, tout est fermé à Paris, mais je fais venir des gens au bureau qui veulent bien venir. Dans le respect des gestes barrières et tout ça, là, tout comme il faut bien. Le typo pendant la prohibition, pas mal. Ouais, absolument. Non, mais oui, je rencontre des gens pour déjeuner, je rencontre un peu des gens pour dîner au bureau aussi, des gens qui habitent pas trop loin du bureau. On est dans le centre de Paris, donc c'est assez simple d'accès.
Voilà, et puis alors, quand vraiment on ne pouvait pas se déplacer ou quand les gens n'ont pas envie de se déplacer, c'est beaucoup, beaucoup de temps au téléphone, évidemment. Évidemment, des mails un peu, mais j'aime bien parler aux gens, on entend, on réagit sur leur voix, etc. etc. Il y a deux choses auxquelles je pensais en t'écoutant là à l'instant, Jean-Charles, qui étaient sur la bienveillance, etc. Il y a deux choses, il faut écouter quand même, c'est la base de tout ce qu'on fait. Hein. Je veux dire, on peut avoir tous les outils qu'on veut, les battle cards, les CRM, tout ce qu'on veut. Il faut écouter les gens et pas arriver avec des solutions toutes faites. Et c'est le drame du script tout fait, du vendeur d'encyclopédie au téléphone, du vendeur de fenêtre au téléphone, qui déroule son script, qui n'écoute pas du tout le fait qu'on dit non, mais monsieur, j'ai une maison sans fenêtre, je m'en fiche de vos fenêtres. Non, mais alors je voulais vous dire, enfin, tu vois le truc. Écouter les gens. Et il y a un deuxième truc pour éviter d'avaler trop de couleuvres, peut-être, c'est être assez lucide sur ce qu'on est, ce qu'on veut, nos valeurs, nos repères, nos principes, et puis les assumer très bien. Et ça fonctionne avec des gens, ça fonctionne pas avec d'autres, c'est pas grave. Et comme ça, c'est beaucoup plus simple déjà. On évite de se tordre et de dire ah merde, attends, qu'est-ce que j'ai raconté à lui? Ah oui, je lui fais croire que j'adorais le golf, alors qu'en fait, je pense que c'est un sport d'idiot, ou l'inverse. Je lui fais croire que je détestais le golf, alors qu'en fait, j'adore ça. Enfin bref. Non, juste être tranquille, posé sur ses bases, posé sur ses appuis, et écouter les gens et rester tel qu'on est. Mais pour répondre à la question que tu posais, oui, moi, je vois le plus de gens possible. Alors pour des cafés, des déjeuners, des dîners. C'est pour toujours, pareil, créer du lien dans l'informel comme ça, qui finit par déboucher sur du lien formel. Bien sûr. Toi, Bogdan, tu as commencé ta carrière dès le début. Pitech est né, j'imagine, ça paraît évident, mais confirme-nous-le, en Roumanie. Donc, toi, tu étais basé physiquement en Roumanie quand Pitech a démarré, ou est-ce que tu as vécu 5 ans à Paris au début ou... Parce que toi, du coup, tu as été en distanciel, entre guillemets, dès le début. Donc, toi, Oui. là, tu es un deuxième Obélix. C'est-à-dire que toi, ça ne fait pas un an que tu dois créer de la connivence en distanciel, ça fait 15 ans, 16 ans maintenant. Donc là, Oui. toi, quel est ton secret? Enfin, je vais volontairement à l'américaine, tu vois, pour créer du lien à distance depuis la Roumanie. Et est-ce que ça change, du coup, toi, quelque chose en mode Covid? Parce qu'en théorie, toi, tu as dû mettre en place des protocoles qui fonctionnent depuis des années, donc ça n'a pas dû t'affecter trop, en tout cas sur cet angle-là. Oui, je dirais que j'ai passé pas mal de temps en France, donc j'ai passé 13 ans en France avant de revenir en Roumanie, donc j'avais créé du réseau à l'intérieur des sociétés dans lesquelles j'avais travaillé. J'ai mon réseau de l'école que j'ai pas activé aujourd'hui de manière forte, mais qui est, on va dire, latente. L'INSA, c'est un réseau qui est un réseau d'ingénieurs. De décideurs dans les grands comptes, mais aussi d'entrepreneurs, qu'aujourd'hui, j'ai pas su activer, on va dire, j'ai pas su me connecter plus que ça. Je regarde là où les gens sont présents, où il y a des sociétés qui emploient des anciens alumni de l'INSA, et j'essaie de me connecter avec eux. Après, vis-à-vis du travail que j'ai fait entre 2005 et 2019, 2020, j'étais en permanence sur la route, c'est-à-dire que plus de la moitié de mon temps, je le passais entre Paris, Berlin, Londres, la Suisse, justement pour garder le contact physique avec nos partenaires, nos clients. Et le reste, on le faisait à distance, on le faisait à travers la visio, à travers des conférences. Aujourd'hui, nous, on est en distanciel, en flex work depuis un an avec toute la société. Donc, moi, je suis en Espagne depuis 3 semaines. Je vais rester encore un mois et demi. Euh, je commence à revoyager si je peux. Je vais le faire tout de suite. C'est-à-dire que je vais me positionner dans un pays qui va me permettre de sortir assez facilement, où il y aura des liens. Aujourd'hui, on est handicapé aussi par le fait qu'il n'y a plus assez de vols. Donc, c'est très, très difficile de voyager. Il y a des vols qui sont annulés en permanence et ainsi de suite. Ça coûte beaucoup plus cher de voyager aujourd'hui qu'avant. Euh, mais je pense que petit à petit, ça va revenir. Donc, ça va durer encore, moi je dirais que ça va durer, on va avoir pour encore une année de ups and downs. Et après, ça va revenir petit à petit. Là où ça peut changer, je dirais, c'est que
les gens vont se délocaliser. On va sortir des grandes villes et ça va être beaucoup plus difficile de rencontrer les gens parce que ils seront plus au bureau. Tout le monde va être en flex. Et donc, on doit changer la manière dont on travaille, on fait du développement. C'est très juste ça. C'est vrai que tu es le premier à le formuler comme ça. C'est qu'en fait, les gens, si la tendance se confirme, mais moi je vous la confirme, puisque nous on est maintenant en France et en province. euh, Là, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, on rencontre des gens qui ont fait des carrières sportives de haut niveau, hop, qui viennent là, et des entrepreneurs qui viennent là, notamment qui ont une entreprise en Inde, mais qui sont installés juste à côté de chez nous. Donc, tu as raison, la matérialité physique des gens, elle va être de plus en plus en pointillé. Il y a une autre façon de le formuler, j'ai bien aimé ça, c'est les gens disaient, les gens ont maintenant deux maisons principales. Ils ont leur maison principale, on va dire historique, admettons à Paris, pour lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et puis vendredi, samedi, dimanche, ils vont sur le bassin d'Arcachon, au Cap Ferret, à Deauville, dans leur deuxième. Ceux qui ont la chance, hein, on parle des Happy Few, bon, d'accord. Mais ceux-là, les ex-bobos, eh ben, ils ont leur deuxième maison principale. Et c'est vrai que pendant qu'ils sont à Deauville, si toi, tu es à Paris, tu n'es pas à Deauville. Donc, c'est vrai qu'il va y avoir un... C'est très vrai de le formuler comme ça. Je ne me l'étais pas faite, donc, on va être bronzé sur la plage toute l'année, ce qui va être quand même assez cool, finalement, vu comme ça. Et on aura les poumons moins pollués. Et on fera du bien à la planète en même temps. Exactement. Qu'est-ce que vous pensez les uns ou les autres? Parce que je ne sais pas si vous avez eu le temps de suivre, comme on est tous des entrepreneurs très pris, mais quand même, il y a quelque chose qui est en train de bouger là, ce nouveau réseau social qui s'appelle Clubhouse. Euh, Xenia, je vais te donner la parole en premier dessus, puisque c'est toi qui l'as repéré pour nous. Et puis, tu y es depuis 15 jours, alors on y est un peu en pointillé pour l'instant, mais est-ce que tu penses que notamment l'espace de discussion, c'est un peu la radio, c'est un peu puisque c'est la voix, le médium. Ça, c'est intéressant parce qu'on est tous là sur Zoom. Je crois qu'on en a marre de voir nos gros pifs, nos teints rougeaux ou blafards. Enfin bref, je n'ai jamais vu personne encore sur Zoom qui me dise « Ah, vraiment, je me suis vu sur Zoom ce matin, une merde. » J'ai une remarque là-dessus. Vas-y, Xenia, et j'ai une remarque. Et donc, c'est et sur Zoom et sur la notion de visuel, et sur aussi ce réseau social qui est Clubhouse, dans le fait qu'il crée du lien. Et il y a des espèces de grappes qui sont en train de naître sur Clubhouse de manière très déflagrante, c'est très très viral, avec des conversations de haut niveau qui brassent des couches sociologiques. Enfin, sociologiquement, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors, vas-y Bogdan, et puis ensuite on peut dérouler là-dessus. Ouais, je suis sur Clubhouse dès le lancement au mois de décembre Bravo. l'année Ah dernière. ouais. Donc, comme je suis connecté, et c'est un réseau qui est toujours sur invitation, je pense aujourd'hui, j'ai une invitation très, très rapidement. Oui. Euh, le, Ils ont lancé avec la voix parce que technologiquement, c'est beaucoup plus simple. Lancer avec de la voix et de l'image, ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher, mais infiniment plus cher. Donc peut-être qu'à un moment donné, ils vont venir avec de l'image. Ce qui est difficile, c'est d'avoir du temps réel. C'est-à-dire que si tu as des questions, réponses avec les gens qui t'écoutent, la voix, ça va très vite. Si tu veux avoir du temps réel avec de streaming vidéo, ça coûte très très cher. Donc, on va voir s'ils vont passer sur la vidéo à un moment donné. Et toi, Clubhouse, sur la création de liens, toi, du coup, tu es allé voir et puis tu dis non, c'est pas très pertinent, ou est-ce que tu vas dans des rooms, tu en as créé et tu as une politique, le terme est peut-être Non, trop fort. je l'ai pas vraiment utilisé. J'ai participé à plusieurs événements. C'est assez balbutiant, je dirais, aujourd'hui, je pense. Il faut créer du contenu, il faut créer du contenu un peu à l'extérieur du Clubhouse. Clubhouse, c'est un peu l'infrastructure qui va rajouter. C'est un peu comme Facebook à ses débuts. C'est sur invitation, le contenu va un peu dans tous les sens. Tu as des conversations qui ont de la valeur, tu as d'autres qui n'ont pas de valeur.
Ce qui est bien, c'est que c'est modéré, donc il y a cette notion de modération et tu peux avoir les gens qui interviennent ou pas. Euh, Bon, on va voir. Moi, je pense qu'ils ont levé beaucoup d'argent. Ils ont levé 5 millions en décembre, à plus d'un milliard de valeur. Et c'est une question de contenu derrière. C'est pas une question de technologie, c'est une question de contenu. S'ils arrivent à fédérer du contenu avec beaucoup de valeur, et il y a de la valeur derrière qui se crée, c'est-à-dire qu'il y a des liens qui se créent, il y a du business qui se crée derrière, oui, ça va fonctionner. Sinon, ça va retomber. J'ai vu en 2005, 2006, on a essayé de faire une startup qui copiait un peu la chat roulette business. On voulait faire une chat roulette business. Et ça n'a pas fonctionné parce qu'il n'y avait pas assez de contenu à l'époque. Donc, bon, bon, les chat roulettes, ça tombe dans ce que tu disais tout à l'heure, Jean-Charles, il y a une connotation sexuelle assez forte une fois il y a du random. Donc ça, il faut le maîtriser. Aujourd'hui, on a la techno pour faire tout bien. Donc, je pense qu'ils sont arrivés au bon moment, Clubhouse. Xenia, qu'est-ce que tu en penses, toi, de Clubhouse? Tu as assisté quand même à quelques dizaines de rooms, justement sur la qualité, pour rebondir sur ce que disait Xenia, sur la qualité du contenu et la nature des liens. Parce que, par exemple, on se le disait avec Xenia, aujourd'hui, on est sur Zoom et pour éviter la cacophonie, ben voilà, on est 5 à parler et puis pour l'instant, le public nous écoute. On va d'ailleurs faire une dernière petite allocution chacun pour laisser des questions éventuelles. Mais tu vois, on est vraiment, c'est la voix de son maire, même si on essaye de rendre le truc interactif, etc. Alors que, par définition, dans Clubhouse, alors bien sûr, ils peuvent se passer la parole. Tu as raison, Bogdan, tout le monde ne parle pas en même temps. Mais quand même, il y a la notion de la collaboration, elle est quand même incluse dans le concept même. Donc, Xenia, toi, comment tu le vis sur la qualité des échanges, du contenu, de l'accès aussi à des gens de talent accès qu'on n'aurait peut-être pas aussi facilement avec cette naissance du réseau où, comme tu le disais, Bogdan, comme il est naissant, il n'y a pas encore les barrières. Et du coup, tu accèdes à des gens très facilement auxquels tu n'aurais pas forcément eu un accès si rapide. Alors, pour tenter quelque chose, pour avoir un avis sur quelque chose, il faut l'expérimenter. Donc, j'en profite pour faire la publicité d'un événement, d'une room, parce que les conférences sur Clubhouse s'appellent des rooms. Nous organisons une room demain à midi pour parler d'une success story qu'on a vécue avec Linksider, une agence digitale qui a réussi à créer un pipeline à 10 millions d'euros en 3 mois. Donc, on va disséquer un petit peu ce cas et offrir la parole à l'auditoire pour en dialoguer demain. Donc, ceux qui sont intéressés, rejoignez-nous demain sur Clubhouse. Le mieux est de suivre l'un des 3 fondateurs pour pouvoir accéder à l'événement. Alors, mon avis sur Clubhouse, moi j'adore Clubhouse. Franchement, habitant effectivement désormais au bord de l'océan, nous sommes un petit peu éloignés de Paris, même si on s'y rend fréquemment. Là, j'ai pu accéder en fait à tous les groupes qui m'intéressaient, notamment avec des milieux des start-upers. Il y a le French Start-upers Network qui organise beaucoup de choses, pas mal d'influenceurs sur LinkedIn que je suis, qui eux s'astreignent à une discipline très rigoureuse. Ils animent pour certains une room par jour, voire plusieurs rooms dans la journée. Donc, c'est très impressionnant. En termes de qualité, moi, j'ai eu de la chance. Je suis tombée sur des contenus qui m'intéressaient. Donc, je pense qu'il faut surtout repérer avant tout les influenceurs qui, eux, peuvent porter les contenus qui nous intéressent. Et puis, oui, ce que j'ai à dire, la remarque que j'ai à faire pour toutes les startups et pour tous les entrepreneurs qui sont loin des centres de décision, c'est peut-être un moyen de se retrouver enfin connecté à ce qui se passe au cœur des centres décisionnels. Moi, ça m'a permis en quelques jours de me remettre à niveau sur tout ce qui se dit dans les milieux parisiens, des startups. Donc, pour moi, c'est très salutaire. Et je pense que ça peut être un outil justement et de réseautage et d'ouverture des frontières entre les gens. Voilà, parce qu'après, sur Clubhouse, on peut non seulement assister à des rooms, mais on peut également dialoguer en direct avec les personnes. C'est une option qui est incluse. Donc, c'est un outil de réseautage également. Très chouette. Eric, toi, tu connais pas, tu utilises Non, pas? j'ai entendu parler. Alors, je suis conscient, moi, je suis toujours un petit peu tiraillé entre les deux choses, entre le fait qu'il faut être présent sur les plateformes et sur le flou
en ce qui concerne la gestion des données privées. C'est vrai que j'ai des numéros de contact dans mon téléphone que je veux pas forcément, à qui je veux pas forcément parler. Il faudrait peut-être un deuxième téléphone avec un profil dédié pour les réseaux sociaux. Je suis toujours un petit peu paranoïaque par rapport à cet aspect-là, donc je regarde vraiment data privacy avant de me lancer corps et âme dans des réseaux, surtout si c'est pour amorcer ou commencer des discussions qui peuvent établir des relations business professionnelles où on a vite fait d'un coup d'échanger l'information confidentielle qu'on n'aurait pas dû. Donc moi je veux dire je me méfie, mais je m'astreins à appliquer une certaine prudence avant de sauter corps et âme dans la nouveauté. Melchior, toi, connais pas, utilise pas? Non, mais moi, je suis un peu le cousin de province, tu sais. Non, j'en ai entendu parler, bien sûr, mais j'ai pas eu la chance ou l'opportunité encore d'y aller. Mais j'entends ce que dit Bogdan, c'est-à-dire le côté Facebook à ses débuts, un peu bordélique, un peu plein de bonnes intentions, un peu désorganisé, un peu, etc. Je me souviens très, très bien de Facebook à ses débuts. J'étais un early adopter. À voir, je sais pas, mais j'ai toujours du mal, enfin vous l'avez bien compris, ça ne nous a pas échappé. Moi, créer des contacts à travers un écran au départ, ça me gonfle un peu, enfin, c'était pas ma nature. Et comme tu le rappelais tout à l'heure, Jean-Charles, l'essentiel de la com passant par du non-verbal, c'est bien de sentir les gens en fait. Et du coup, j'aime bien les rencontrer, les sentir et avoir un avis. Plutôt que sous prétexte qu'on est dans la même room, dans le même salon, dans le même centre d'intérêt des amoureux de la coquille Saint-Jacques du Bac-Quercy, dire ah mais c'est merveilleux, marions-nous, faisons du business ensemble. Non, non. J'ai une dernière question et après on passera la parole à François. Vous pensez, moi j'ai quand même cette impression qu'on est dans une forme, ce confinement c'est une forme de guerre, enfin au sens où on n'a pas tout à fait nos vies normales et donc il y a une contrainte. Et comme tout gaz, vous qui êtes des ingénieurs, quand tu le comprimes et puis que tu enlèves la compression, il va se décompresser à la fin. Et du coup, je me demande, même si on n'a pas vécu, en tout cas moi personnellement, de guerre, je me demande si, alors est-ce que ça va être graduel ou est-ce que quand, je sais pas, 80% de la population, en tout cas des pays développés, sera vaccinée avec les passeports vaccins ou Dieu sait quoi, il y aura une date entre guillemets de libération du Covid, vous voyez où je veux en venir. Est-ce que vous pensez que du coup, il va y avoir un peu comme aux libérations quand il y a des guerres, des scènes d'euphorie, peut-être pas, mais en tout cas une appétence plus forte justement pour l'humain, la création de liens et justement qu'on va pouvoir libérer toutes ces énergies. Melchior, tu vois, moi qui aussi suis un réseauteur de contacts comme toi, est-ce qu'on va courir tout nu dans la rue, tu vois, sur les Champs-Élysées en fêtant un peu comme en 98 ou comme on gagne quand même maintenant des Coupes du Monde de manière fréquente. Est-ce qu'on va partir, tu vois, tous les deux, bras dessus, bras dessous, en chantant? Moi, j'ai tendance à croire un peu ça. Je pense qu'il y a un manque là. Et alors, soit il y a de nouveaux usages qui vont se créer, soit il y aura, combien de temps ça va durer? Peut-être 2 jours, peut-être 15 jours, peut-être, si c'est plus progressif, évidemment, ça sera sur quelques mois. Mais en tout cas, nous, on a certains de nos insiders sur la plateforme qui sont des réseauteurs, en plus, qui sont des réseauteurs de nuit. C'est-à-dire, c'est des gens qui créent des events la nuit, etc. Alors là, c'est dead. Et eux, ils sont en manque, mais vraiment en manque physique, si tu veux. Et on sent que quand ça va se réouvrir, ils vont tout arracher, je ne sais pas dans les réseaux, mais en tout cas dans leur volonté de créer du lien ou de recréer le lien qui, selon eux, leur a manqué. Allez, Melchior. Non, je pense effectivement, mais il n'y a pas trop de doute là-dessus, que l'immense majorité des gens sera tellement soulagée de pouvoir revivre, ressortir, boire des coups en terrasse, déjeuner ou dîner au resto, aller en boîte, enfin peu importe, une espèce de libération après un an, plus d'un an d'ailleurs, d'oppression, de trouille pour certains, de restrictions, d'interdictions, etc. Oui, il va y avoir un effet sans doute un peu très, très symboliquement, bien sûr, parce que les circonstances sont différentes, mais ce qu'on avait pu observer à la libération en France dans les années 40, enfin à la fin de la guerre, une espèce de libération à proprement parler. D'autant plus que vraiment, pour le premier confinement, il y avait pas mal de gens au bureau qui étaient restés chez eux, enfin tous en fait, étaient restés chez eux totalement alors que le bureau restait ouvert, et qui, lorsqu'il y a eu ce deuxième confinement au mois d'octobre à Paris, la fin octobre, ce sont ces mêmes personnes qui sont venues me voir le lendemain matin de l'annonce du président de la République en disant on est vraiment, vraiment obligé de rester chez nous parce que là, en fait, c'est vraiment, vraiment difficile de rester chez soi.
Et ce sont les mêmes qui aujourd'hui me demandent des attestations pour pouvoir continuer à venir au bureau alors qu'on est dans un genre de confinement bizarre à Paris, là, enfin un truc un peu étonnant, Oui. euh, pour le moins. Non, non, les gens ont besoin de se voir, ont besoin d'échanger, ont besoin de vivre, tout simplement. Enfin, c'est vraiment une appétence pour la vie. Et donc, je pense qu'il y aura cet effet-là. Est-ce que ça durera? Est-ce que tout le monde restera nu sur les champs pendant des mois? Je ne pense pas. Je pense que ça finira par s'épuiser doucement, mais oui, oui, il n'y a aucun doute, à mon avis, sur le fait qu'il y aura un effet rattrapage. Ouais, je pense, même au niveau business. Toi, Bogdan, bah, tu vois, au moment où tu nous parles, tu es en Espagne. Tu l'avais déjà fait les années précédentes, avant le Covid, tu as déjà fait des offres de 15 jours, 3 semaines, plus longtemps, parce que ça te permet aussi de prendre un recul opérationnel et stratégique sur ton entreprise. C'est une réalité. Et toi, tu le vois comment? Il y aura un new normal ou ça va retourner peu à peu à ce que tu as vécu? Parce que toi, c'est vrai que tu es vraiment dans la relation client. Et la relation client, les clients, c'est des humains. Donc toi, tous tes clients, ils sont indirectement, mais concrètement, sur ce sujet-là. Toi, ton avis personnel là-dessus, c'est quoi? Il y aura un new normal. Je pense pas qu'on va travailler comme avant, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Je pense que c'est pas que vis-à-vis de nous, mais c'est vis-à-vis aussi de nos partenaires, de nos contacts. Tout le monde va essayer de se repositionner un petit peu. Euh, et c'est bien, je reviens sur les problématiques environnementales et sur les problématiques de smart city et de ville. Ça va désengorger les grandes villes. Ça, c'est les centres de décision et les centres de pouvoir vont et moi, j'adore la Suisse pour ça, parce que la Suisse est un pays qui est hyper décentralisé, et l'Allemagne à une autre échelle aussi. Mais la France est hyper concentrée sur Paris. La qualité de vie va augmenter. Oui, on va aller voir nos clients, peut-être un petit peu plus à Bordeaux ou dans d'autres villes. Mais moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose. Eric, toi, justement, depuis la Suisse, Oui, alors moi j'ai dans mon entourage des gens qui sont fondamentalement extravertis et donc qui se réjouissent et attendent avec impatience on va pas appeler ça le déconfinement, mais la réouverture des non essentiels entre guillemets pour pouvoir amener leurs clients au restaurant, de pouvoir s'arrêter, aller boire un café, pouvoir passer un vendredi après-midi à 16 heures, voir son client et de parler absolument de tout sauf de business et vraiment de rétablir ses contacts. Donc il y a, je pense, énormément d'impatience en tout cas dans les gens qui me sont proches. toi, Xenia, ben, on le voit à Bordeaux, là, toi, tu as reconnecté déjà en présentiel, puisque là, demain, on sera encore dans différents réseaux physiques. Donc, tu penses qu'il va y avoir cet effet d'appel d'air ou pas forcément? Je l'espère en tout cas. Je pense que oui, oui, on va apprécier, je pense, beaucoup plus les interactions humaines et non via écran interposé. Donc voilà, je me réjouis. Je ne sais pas quand on aura cette libération parce que les nouvelles ne sont pas forcément réjouissantes pour le moment. Mais oui, la technologie, c'est bien. L'humain, c'est mieux. Je pense que voilà, la technologie doit sublimer l'humain et pas l'inverse. Donc, je me réjouis qu'on puisse de nouveau tous sortir et se voir. Voilà. Belle C'est conclusion. peut-être le mot de la fin pour aujourd'hui. Oui, exactement. Peut-être Oui, peut-être passons la parole, si les gens souhaitent faire une conclusion pour ce débat d'aujourd'hui. Melchior, Bogdan, Eric, vous avez une conclusion? Euh, Vas-y, Melchior. Non, mais j'allais dire ce que vient de dire Xenia est remarquable, c'est la technologie au service de l'humain, et voilà, et l'humain au centre de tout, évidemment. Bogdan, il a écrit Client at the Heart derrière lui, bah ouais, c'est ça. Ouais. Les gens au milieu de tout le temps, en permanence. Le vol, le Covid a eu raison des Daft Punk, mais tu vois, c'est human after all. Donc, C'est ça. Parle pas des Daft Punk, c'est douloureux encore. exactement. Ça va laisser des traces. Bogdan, J'ai fait mon travail aujourd'hui. J'ai rajouté 5 personnes, des attendees sur LinkedIn. Donc, bien joué. Bien c'est le joué. mot de la fin. Tu peux retourner, bah, c'est l'heure de la sieste, toi, pour toi en Espagne. À 14h, tu as fini ta journée, là? Non, non, il y a encore si je regarde mon agenda, il y a encore pour 5-6 heures là devant moi. Voilà. C'est le fameux Zoom après Zoom après Zoom. Bon. Ouais. Eric, toi, de ton côté, Bah, le moi, mot j'enchaîne dans 2 minutes avec le prochain Zoom. Donc, à
etc. Comme mot de la fin, je dirais merci Jean-Charles d'avoir organisé cette discussion. C'est toujours très intéressant de prendre un petit peu les inputs de Oui, différentes personnes dans différents secteurs et de oui, se rendre compte que ma réalité est pas la même chez les autres, alors qu'on fait à peu près le même oui, métier qui consiste à oui, créer des relations, d'aller voir des gens, oui, en espérant peut-être plus tard concrétiser une relation business. exactement. Merci en tout cas, j'ai beaucoup apprécié ouais, le côté à la fois pragmatique, humain de nos échanges. On espère avoir, on dit une expérience est une bougie qui n'éclaire que soi-même, mais enfin, en tout cas, partager nos expériences respectives. Et merci parce que ça fait des points de vue croisés qui sont riches et c'est exactement ce qu'on essaye de faire ensemble.